Parlons métier. À compter de la semaine prochaine, les vendredis, il va y avoir 2 segments. Il va y avoir un segment de 16h à 17h30, à peu près, suivi d'un break de 15 minutes et d'un deuxième épisode qui va s'enligner. Fait qu'on va faire 2 épisodes par semaine, back-à-back, avec une petite entraide de 15 minutes entre les deux. Pour couvrir plus de métiers, parce que vraiment, c'est un peu un problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit et qui ont démontré leur intérêt. C'est un beau problème, là. Je me plains le ventre plein. Là. Mais bref, ça va être assez intéressant, je pense, de couvrir plus de métiers par semaine. Fait que ceux que j'ai pas contactés encore, c'est parce qu'on était bookés jusqu'à mai. Avril est booké au complet aussi, je pense. Fait que paniquez pas, ça s'en vient, ça s'en vient. Moi, honnêtement, bon, je vais former la musique. J'ai vraiment le goût, vous le savez, avec le podcast, je commence assez rapidement. Fait que je vais me permettre de tout de suite starter la machine. Puis on va aller tout de suite sur notre scène de Bernard Métier, notre podcast. On va les recevoir. The Pom Queen, il va nous parler de son métier de conceptrice technique en jeu vidéo. Allô? Allô? Yeah, hey, je suis bon, ça a marché, c'était full smooth comme transition, je suis rendu pro. Yes! Merci beaucoup, je te l'ai dit tantôt, mais merci encore pour vrai d'avoir accepté. C'est toujours weird parce que c'est comme une invitation slash le monde se sont proposés en même temps. Fait que de t'être proposé et d'avoir accepté de participer au projet, c'est super nice de ta Merci part. d'avoir accepté la proposition à acceptation. Ouais, c'est ça. C'est formulaire l'échange rempli. de spotlight, mais regarde, ça marche. Ça marche, c'est ça Exact, l'important. exact. J'aime toujours ça commencer, si tu veux. Je sais que, bon, là, il y a beaucoup de personnes qui passent dans les invités dans les premières semaines, obviously, qui sont streamers ou qui font du contenu aussi. Mais, bon, j'ai certaines personnes qui s'en viennent éventuellement qui ne streament pas aussi. Mais n'hésite pas à plugger puis à parler un peu de ce que tu fais aussi au niveau de création de contenu et aussi ce que tu fais dans la vie. Mais je te laisse te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, là. Yes, ben oui, ben sur les internets, on me connaît sous le nom de Pom Queen, mais dans mon domaine, on me connaît sous le nom de Rox. Je suis conceptrice technique de jeux vidéo. Je vais référer à ça plus tard en disant TGD. C'est l'acronyme en anglais, c'est normalement ce qu'on dit, mais je l'ai francisé pour les besoins de la cause. Donc, ça fait 4 ans que je suis maintenant conceptrice. Okay. J'ai commencé en étant pas conceptrice technique, en étant juste conceptrice de niveau. Puis j'ai switché en technique, c'est ce que je voulais faire en fait, mais il a fallu ma porte d'entrée en level design avant. Okay. Donc c'est pas mal ça. Le métier des jeux vidéo, c'est pas mal quelque chose qui m'avait tout le temps tenté. Tu sais, je veux dire, les jeux vidéo, ça a été une grande partie de ma vie. C'est aussi pour ça que je fais un peu de création de contenu. Là. Ça va un peu dans la même lignée. Mais ouais, exact, tout est dans tout. Puis ben c'est ça. Je savais pas trop qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard. J'avais comme plein d'idées, mais qui me satisfaisaient pas vraiment. Puis un jour, il y a une de mes amies qui m'a dit genre, hey, tu passes tellement de temps sur les jeux vidéo, peut-être que un métier là-dedans, ça pourrait fonctionner, tu sais. Ouais. J'ai fait, ah, ben oui, en fait, Logique. oui, juste 1+1. Fait que j'ai regardé les études possibles pour ça. Je me suis promenée un peu, je me suis renseignée, puis je suis allée étudier là-dedans, dans le fond. Puis c'est ça, ça fait 4 ans maintenant que je suis dans le domaine, si je dis pas de bêtises. Puis so far, so good. Je pense que j'ai trouvé la place qui me correspond. Intéressant. Puis dans le fond, tu mentionnais, juste peut-être qu'on peut commencer par ça pour faire la nuance là, pour les personnes qui sont plus acolytes, là, qui connaissent moins les termes. Mais tu as commencé en étant designer de niveau, conceptrice de niveau. Oui. Ça, c'est comme, c'est-tu comme la base avant technique? C'est comment? C'est quoi la relation entre les deux? C'est un peu deux métiers qui vont en parallèle, je dirais. Okay. Dans le fond, un concepteur technique, c'est vraiment plus une personne qui va faire un peu les relations entre les programmeurs, les concepteurs de niveau, les concepteurs de jeux. C'est un concepteur, mais qui a les connaissances techniques nécessaires pour un peu, tu sais, comme regarder tout ça, intégrer les choses dans le jeu, s'assurer que ça respecte les besoins techniques. Tu sais, si tu développes pour un mobile, si tu développes pour une console, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes limitations.
Puis les concepteurs de niveau, c'est vraiment plus eux qui créent les missions, le moment-to-moment du joueur. Dans le fond, tu sais, quand tu parcours un niveau, ben c'est quoi tes obstacles, c'est quoi tes ennemis, pourquoi ça arrive, comment ça se lie à la narration du jeu, comment tout ça fonctionne ensemble. Un concepteur de niveau va faire ton niveau, puis le concepteur technique va être un peu son soutien, qui va s'assurer que les outils sont là, que les progs, qu'est-ce qu'ils font, répondre aux besoins du design, que tout est là, tout est fonctionnel. Je vais les aider aussi à débugger leurs trucs. Fait que c'est vraiment deux métiers en parallèle. C'est pas un qui est en haut de l'autre, mais un sans l'autre, je pense qu'on fonctionne juste pas. Okay. Mais là, fait qu'on est vraiment main dans la main. Tu sais, comme si je comprends, dans le fond, tu fais quand même aussi, bon, il y a de la conception, d'où le nom, là, mais t'as beaucoup, tu sembles beaucoup avoir de coordination à faire entre les différentes équipes, c'est possible? Ouais, il y en a un peu. Mon métier précisément est pas dans toutes les compagnies, je dirais, ou sous un autre nom, des fois, c'est level designer technique, donc concepteur de niveau technique, parce qu'on est vraiment avec les concepteurs de niveau. Okay. Mais l'aspect coordination, je dirais, ça dépend beaucoup du projet puis de la compagnie dans laquelle tu es. Là, je suis sur un tout petit projet, fait qu'il y a moi. Puis on a un designer de jeu, mais qui fait aussi des niveaux. Fait que, tu sais, ça en met un peu plus dans mon assiette pour coordonner, my God, faire des choses, pour faire tout ça. Mais ouais, ça dépend vraiment. Il y en a qui vont, tu sais, sur un plus grand projet, un TGD va pouvoir être plus vraiment spécialisé sur l'aspect technique du niveau, donc comment on trigger des cutscenes, des événements, tu sais, les combats, s'il y a des choses spéciales à ajouter là-dessus, ils vont plus spécialiser là-dedans. Quand c'est un plus petit projet, ben on va avoir un peu plus at large, comment on fait les systèmes, est-ce que ça fonctionne bien avec justement les outils qu'on utilise, est-ce que ça répond à nos besoins, est-ce qu'on arrive à pousser vraiment les volontés de conception dans le jeu où on est limité, puis comment on remanie à ça. Fait que ça dépend vraiment de la taille de l'équipe, du projet aussi. C'est un métier assez large, je dirais, mais c'est ça, c'est un mélange de design et de technique dans le fond. OK. Ben, je vais prendre la question au vol de Pinky dans le chat. Il demande, si, dans le fond, que tu fais un peu... est-ce que tu supervises ce que les autres font et tu les aides à débugger? Je dirais pas que je supervise, je suis pas chef d'équipe, je suis pas lead, j'ai personne en dessous de moi, mais tu sais, avec les designers de niveau, je vais pouvoir les aider vu que j'ai comme un côté plus technique. Ça veut pas dire qu'un designer de niveau n'a pas de côté technique, mais habituellement un TGD va en avoir plus. Je vais pouvoir mieux les aider à comme utiliser le tout pour qu'on arrive à produire qu'est-ce qu'ils veulent. Okay. Moi, les expériences que j'ai eues de TGD étaient un peu moins création et conception, puis vraiment plus comme les systèmes, comment on les implémente, le gameplay, travailler avec les designers, les artistes pour que dans tout le fond, fonctionne ensemble. Mettons, je vais jouer, j'aime ça jouer des rôles. Je suis designer de niveau. Puis je suis comme, Yes. j'aimerais qu'il se passe tel élément dans cette scène-là quand ça va arriver, que l'ennemi arrive de telle manière ou tel truc. Puis je suis comme, je sais pas trop comment le faire. Il peut venir te voir, puis toi, tu vas lui dire, ben, OK, on peut l'implémenter en faisant ça, puis en utilisant tel outil X, Y, Z, puis l'idée à réussir à faire sa conception de niveau. Ouais, exact. C'est souvent les designers de niveau, justement, ils ont les idées de qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe, puis ils bâtissent leur niveau avec ce qui est présent dans le jeu. Okay. Puis avec des idées comme ça, tu sais, comme par exemple l'idée que tu me démontres, ça semble être un événement scripté, tu sais, ça va être, il arrive, puis là, il va peut-être avoir des mouvements de caméra particuliers, on va sortir du gameplay un peu pour montrer comment l'ennemi arrive et tout. Fait que ça, c'est peut-être pas un système qu'il y a, c'est peut-être un système que je vais pouvoir parler avec les programmeurs de comme, hey, les LD, ils ont des bonnes idées, on aimerait avoir ça dans le jeu, comment qu'on le fait, tu sais, voir avec les game designers si ça fait le sens aussi. Fait que c'est pas mal, on aide un peu tous les métiers, puis on s'assure que tous les métiers tiennent ensemble, je dirais, mais sans être vraiment superviseur ou quoi. Tu sais, comme dans ma compagnie, les TGD, il y a vraiment l'échelle de comme du junior jusqu'au senior. Donc, tu sais, un TGD junior ne va pas diriger une équipe, par exemple. T'es junior, t'apprends des autres. Ouais. Puis quand tu montes dans les échelons, là, oui, tu vas avoir plus des postes. Il y a des TGD qui se rendent genre à la direction technique d'un jeu. Fait que c'est vraiment... Tu travailles vraiment à côté avec les progs, tu prends des grosses décisions sur les systèmes et tout. Fait que ça dépend vraiment de ton niveau d'expérience, puis ça dépend de la dynamique de l'équipe, comment elle fonctionne. Est-ce que c'est le genre de métier, justement, où que, bon, tu as plusieurs possibilités de monter? Tu parlais de justement, direction technique et tout. Est-ce que c'est le genre de métier où plus que tu montes, plus que le volet, justement, gestion est moins
hands-on un peu, que tu prends des décisions, mais c'est plus toi qui fais comment je peux pouvoir me dire, mais qui s'allie les mains à faire les tâches, entre guillemets. Ouais, c'est beaucoup ça. Pas mal dans toutes les sphères du jeu vidéo, à peu près, je dirais que plus que tu montes et que tu as des postes de lead ou de directeur, tu vas moins faire et plus coordonner. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment encore dans le faire. Je suis intermédiaire environ. Donc, tu sais, je travaille tous les jours directement dans l'engin, j'aide directement sur les niveaux, je vais résoudre directement des problèmes, tandis qu'un TGD qui deviendrait plus lead, il va coordonner l'équipe de TGD pour que l'équipe fasse. Il va être plus dans les meetings pour s'assurer, OK, c'est ça les problèmes, c'est ça les tâches qu'on a à faire, c'est par là qu'on s'en va, prendre les plus grosses décisions. Mais ces personnes-là vont moins toucher à l'engin, ils vont vraiment être plus occupés du côté management, dans le fond. Okay. Pas mal tous nos métiers en jeu vidéo, tu peux monter jusqu'à devenir comme plus lead et manager, mais c'est ça, plus que tu l'es, il y en a qui essayent de quand même garder la main dans le jeu, mais c'est très difficile parce que t'as comme un peu les deux tâches à faire, là, fait que ça fait beaucoup. Non, c'est sûr qu'avec tout le volet de la gestion, être gestionnaire en soi, c'est une job à temps plein. C'est énorme, fait que, oui. Fait que je comprends que ça doit être dur. Mais en même temps, ça doit quand même être touché, j'imagine, parce que tu veux quand même te garder frais ou, comment je peux dire, au goût du jour pour tendance, là, parce que ça doit être... Si, mettons, tu restes pas updaté, ça avance quand même assez vite, ça doit évoluer assez vite que tu peux vite te ramasser un peu outdaté, là. Ouais, en technologie, ça avance beaucoup. Puis, tu sais, même au sein d'un projet, tu sais, des fois, il y a des gens qui prennent des longues vacances pour X, Y raison. Puis quand ils reviennent, c'est comme, OK, ça a beaucoup changé, tu sais. On voit souvent les 1 ou 2 semaines de vacances, là, puis des fois, quand je reviens de vacances, je suis comme, c'est-tu le même projet? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on m'a mis ailleurs? Ça évolue vraiment rapidement. Les décisions, tout ce qu'une équipe est capable de produire en peu de temps, c'est quand même impressionnant parfois. Puis, dis-moi, j'ai le goût de reculer un peu en arrière pour faire justement ce travail-là, ce métier-là. Est-ce que tu dois suivre des études absolument? Si oui, c'est quoi les études recommandées ou il y a quand même beaucoup d'études en jeu. Il y a beaucoup de chemins possibles. Moi, je sais que quand je m'avais informé, il y a des années de cela, quand j'étais au secondaire, ça m'avait sorti le deck en multimédia. Fait que je m'avais informé sur le deck en multimédia, puis ça m'avait sorti aussi une école spécialisée en jeux vidéo qui fait des attestations d'études collégiales de 11 mois. Il y avait design de niveau, mais il y avait aussi modélisation 3D puis animation 3D. Cette école-là m'intéressait beaucoup, mais il fallait que j'aie sorti du secondaire depuis au moins 1 an pour y aller ou avoir un peu de cégep, bref. Donc, je ne pouvais pas y aller immédiatement. Je voulais pas rien faire. Je suis allée au cégep. Fait que j'avais entendu parler de multimédia, mais quand je me suis plus renseignée puis j'ai parlé à des élèves de multimédia, ils m'ont plus dit que selon ce que je voulais faire, puis vraiment le jeu vidéo, la conception, tout ça, que je serais peut-être mieux en animation 3D synthèse d'images. Donc, j'ai fait un deck en anime 3D synthèse d'images. C'est quoi le lien avec le level design? Rien du tout. Okay. Ça m'a donné des bases pour comprendre mes collègues, en fait, mais pas pour faire du design de niveau. Mais tu sais, c'est pas des bases perdues. Je comprends comment les modeleurs, les animateurs, les artistes d'effets, je comprends tout comment, tu sais, leur pipeline, un peu comment ça fonctionne, vu que je l'ai expérimenté un peu. Mais c'est ça, c'est vraiment pas dirigé jeux vidéo. Fait que j'ai fait le campus après en campus ADN en level design. Puis là, ça a été vraiment 1 an intensif. On fait du design de niveau, du design de jeu. On a touché un petit peu de programmation, plus scripting en fait. Les programmeurs vont vraiment faire des gros systèmes, mais nous, c'est comme plus des petits éléments. Genre, tu fais une porte, tu as un interrupteur, ben, quand tu actives l'interrupteur, la porte elle ouvre. Des petites interactions comme ça, mais il y a beaucoup de programmation derrière quand même. Ouais. Fait que ça nous a fait toucher un peu à ça. Fait que 11 mois intensifs là-dedans, puis j'ai pu rentrer dans l'industrie avec ça pour mon premier boulot en conception de niveau moins technique. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai transféré en technique parce que c'est plus ça qui me parle. Est-ce que tu es toujours à la même place entre les deux ou tu as changé de... J'ai changé entre les deux. J'étais en indie quand j'étais en conception de niveau, dans le fond. C'est ça, j'avais fait un portfolio plus axé sur les niveaux parce que c'est un peu plus ça que j'avais fait à l'école. Puis en allant là, ben c'est ça, j'ai travaillé avec un collègue qui, lui, était TGD. Fait que ça m'a aidé aussi à comme, en apprendre plus, voir... lui, il venait d'une autre école, fait que ça m'a appris différentes façons de faire, différentes techniques. Puis après, j'ai changé de compagnie pour aller à Gameloft. Gameloft! Le logo ben oui. Puis c'est ça, en changeant à Gameloft, j'ai appliqué sur le poste technique. Les 2 postes étaient ouverts, puis j'ai appliqué sur le technique. Fait que
ça me parlait plus, fait que je me suis dit, let's go, faisons-le. C'est ça, depuis ce moment-là, ben c'est ça, je suis conceptrice technique, puis je continue d'apprendre dans cette direction-là, dans le fond. Fait que c'est pas moi qui construit les niveaux puis qui va construire les challenges, mais je vais travailler, par exemple, sur le premier projet que j'ai travaillé là-bas, qui est sorti, Lego Star Wars Castaway. C'est un jeu mobile action-adventure. Ben moi, je faisais un peu toutes les skills dans le jeu. Fait que quand tu utilises une arme, qu'est-ce que l'arme fait? Quand tu utilises une grenade, comment tu la lances? Qu'est-ce qu'elle fait? Fait que les programmeurs créaient le code, puis moi, j'utilisais le code, puis je les raboutais ensemble pour créer les armes. Je prenais les effets spéciaux des VFX artistes, je prenais les modèles des artistes. Tu prends un peu dans le fond de plusieurs départements pour arriver à tout assembler ensemble pour que exact, quand tu fais ton weapon, il fait l'effet que tu voulais, puis c'est ça. C'est toi, dans le fond, si j'utilise un arme qui fait telle, je sais pas moi, une explosion électrique quand que je frappe avec, mais c'est toi qui as décidé ça. Mais tu as collaboré. Il y a un game designer qui a décidé ça, mais moi, avec l'idée du game designer et toutes les choses pertinentes que tous les autres corps de métier ont faites, je vais comme tout mettre ça ensemble, m'assurer que ça fonctionne. Mais dans le fond, c'est comme de l'assemblage. Ouais, genre, c'est comme si tu avais un blueprint qu'on te disait, le game designer te donnerait un blueprint de bon, ben ça, cette arme-là, il faut qu'elle fasse ça. Puis là, toi, tu vas chercher toutes les pièces qu'il faut ensemble pour que ça se passe. Ouais, c'est à peu près ça. Mettons, moi, là, je vulgarise beaucoup, là, mais c'est pas. Non, mais c'est parfait, j'aime ça. Mais pour un pipeline d'armes ou d'ennemis, par exemple, c'était un peu ça. C'était le game designer arrivait, OK, aujourd'hui dans le jeu, c'est un jeu Lego Star Wars, fait qu'on va faire le Stormtrooper. Le Stormtrooper, il va avoir le gun de base, ça va shooter pas trop bien, puis il va être habillé comme ça, ses actions, ça va être ça. Cool! Fait que maintenant, les artistes vont faire tous les morceaux. Ils vont faire l'arme, les artistes d'effets vont faire le petit piou-piou, tous les effets spéciaux qui vont être sur le personnage. Moi, je vais prendre ça et je vais faire OK, ça, c'est le bonhomme, il est monté, il fonctionne, les animations des animateurs marchent dessus. Good. J'y donne son arme. Est-ce qu'il est capable de s'en servir? Oui. Il tire comme faut? Good. On le review, c'est bon, tout est là, good. OK. Ben, c'est un peu comme le ciment, tout ça. Ouais, non, c'est ça. Tu viens comme juste tout joindre puis solidifier que ça fonctionne. Puis il y a un coup que tu as fait ça, justement, mettons, c'est-tu là, quand toi, tu as tout assemblé, que ça va se ramasser dans les mains peut-être d'un QA tester ou quelque chose pour gosser avec et être sûr que c'est pas brisé, là? Exactement. Les QA, c'est mes meilleurs amis. Une fois que tout est monté ensemble, ben eux, ils peuvent le tester dans le jeu. Souvent, les level designers doivent l'intégrer dans leur niveau avant parce qu'il faut bien le tester quelque part. Voilà, mais c'est ça. Une fois que c'est dans le jeu, les QA vont pouvoir le tester justement puis se battre contre l'ennemi. Est-ce qu'il a l'air d'avoir le bon nombre de points de vie? Est-ce que quand on le frappe, il prend du dégât? Est-ce que quand il nous frappe, on prend du dégât? Puis ils vont pouvoir runner plein de tests autour de ça. Puis j'en profite parce que tu as parlé justement, tu étais là, tu étais avec Gameloft. Tu as parlé des jeux Lego. Est-ce que des jeux justement en particulier que tu as travaillé dessus soient connus ou que tu peux brag? J'ai mon chandail de Disney Dreamlight Valley. J'ai pas travaillé longtemps dessus parce que j'étais assignée sur Lego, mais j'ai aidé au niveau des cinématiques. Tout le côté technique, dans le fond, il y avait plein d'idées de faire des cinématiques, mais il n'y avait pas une personne dédiée qui pouvait comme 100% travailler dessus. Fait qu'ils ont fait « Hey, t'as-tu le temps? » Être avec les cutscenes. J'ai fait « OK, cool! » Fait que c'est ça, tu sais, TGD, c'est un peu... On met un peu beaucoup de chapeaux, j'ai envie de dire. Ça dépend vraiment des besoins, tu sais, là, les cutscenes. Je sais pas, moi, je suis pas cinématographe. Moi, filmer des trucs, des belles angles de vue, je connais pas ça, mais aider à implémenter le système, avoir un prog avec qui je communiquais beaucoup pour qu'on s'assure que tout fonctionne, que les artistes soient capables de faire de quoi de beau, puis de s'assurer que c'est dans le jeu, que c'est présent, tu sais. Ben, c'était un défi, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais touché, mais il y avait une bonne partie technique, puis j'ai pu foncer là-dedans, essayer de comprendre les systèmes, puis d'amener ça au jour, dans le fond. Il y en avait comme pas vraiment avant que j'arrive sur le projet, puis on a réussi à shipper tout ce qu'il y avait au lancement du jeu. Fait que c'était quand même cool, c'était un bon défi. Puis c'est ça dépend vraiment du projet. Sur d'autres projets, c'est plus de la gestion de données un peu dans des tableaux Excel, de comme, comment les choses fonctionnent, c'est quoi les valeurs, les caractéristiques de chaque chose. Il y en a, c'est plus vraiment dans l'engin, c'est ça, construire avec les artistes, les designers de niveau. Ça dépend vraiment du type de jeu, puis ça peut être plein de choses, de la conception technique. Puis il y a des gens qui peuvent se spécialiser un peu plus. J'ai vu des gens être spécialisés en cutscene, mais c'était des TGD. Puis tu peux aussi être un peu plus
couteau suisse, si on veut, là, puis comme rentrer sur un projet, voir qu'est-ce qu'il y a besoin, puis un peu apprendre tout, puis gosser sur un peu tout. Ben, tu sais, justement, je reviens. Tu parlais au début, tu étais rentré. Bon, tes premières années d'expérience quand tu as fait du niveau, c'était plus en hindi. Est-ce que c'est. Yes. Comment je pourrais dire souvent le parcours nécessaire avant de rejoindre des plus grosses compagnies, on va dire, studios, que la plupart du monde, t'as comme. C'est comme un coup que tu as fini tes études, mais tu pas la fameuse expérience que pas grand monde veut te donner, là, Ouais. des fois, là, au début. La Là. fameuse expérience est très difficile. Je dirais que la première job, c'est la plus dure à avoir en jeu vidéo. OK. Je pense pouvoir dire ça avec beaucoup de certitude, mais c'est pas nécessairement indie qu'on commence. Ça dépend du marché. Le marché fluctue beaucoup. Mhm. Fait qu'il y a des passes où on a besoin de beaucoup, beaucoup de concepteurs, puis il y a des passes où personne cherche de concepteurs, c'est pas le moment. Ça dépend vraiment des projets, de qu'est-ce qu'il y a à faire sur les projets, c'est quel genre de projet, puis le nécessaire. Moi, ça a donné que ça a été en indie, mais dans ma même cohorte, j'ai des amis qui sont rentrés genre directement chez Ubisoft, j'en ai qui sont rentrés chez EA. Il y en a que ça a pris du temps avant qu'ils rentrent, puis pas parce qu'ils sont mauvais, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de compétition. Fait que, on compétitionnait entre nous pour les postes, fait qu'on était content quand un de nous avait le poste, mais on voulait que tout le monde se trouve une place. Fait que ça dépend vraiment du moment, en fait. Les parcours de chacun sont assez différents, je dirais. Il y en a qui rentrent directement TGD quand c'est ça qu'ils veulent faire. Moi, j'ai passé par level design. C'est pas. Je renie pas le design de niveau. Là. Si j'ai en faire, ça va aller, mais j'ai une grosse préférence côté technique quand même. Fait que si j'ai le choix, ben, je préfère faire des systèmes un peu. Quand tu arrives justement dans le niveau, pas dans le niveau, mais je veux dire dans ton métier actuel, tu parlais de spécialisation, que ce soit cutscene, autre chose qui est possible. Est-ce que c'est aussi le cas avec le style ou le type de plateforme que les studios travaillent? C'est-à-dire, exemple, tu es dans un studio, mettons, qui est plus mobile versus un studio qui fait beaucoup de games PC, PS5, Xbox, de last gen, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a un gros clash entre les deux ou quelqu'un est capable de facilement faire les deux sans... Que tu arrives à passer d'un à l'autre assez bien. Tu sais, comme Castaways, justement, le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, Lego Star Wars, c'était un axe pour Apple Arcade, fait qu'on a beaucoup travaillé avec les mobiles. Puis, tu sais, après, Disney Dreamlight Valley, console PC. Fait que, tu sais, c'est pas le même univers, mais on a quand même des outils qui se ressemblent, des façons de procéder qui se ressemblent. Les engins, tu sais, avec un engin de jeu, tu peux faire autant du mobile que du PC. C'est juste que t'as des considérations différentes. T'sais, sur mobile, on va pas avoir autant de polygones en même temps à l'écran, ça tiendra pas. Il y a pas le nécessaire technologique pour rouler du 4K. Ils sont impressionnants, les petites machines, là, quand même, mais ils sont impressionnantes, mais il y a des limitations. Fait que c'est juste, c'est différent, mais c'est pas impossible de changer d'un à l'autre. Puis je pense que ça rajoute juste des cordes à l'arc, dans le fond. J'ai eu une expérience en mobile, si j'y retournerais, j'aurais quand même quelques learnings qui vont me servir. Puis c'est ça, en passant à d'autres projets, tu développes différentes façons de penser, différentes façons de faire les choses. Puis t'es jamais tout seul non plus. Fait que ça va quand même assez bien. On travaille tous dans les mêmes contraintes, dans le fond. Fait que si t'amènes un point de « Hey, pour notre plateforme, ça fonctionnera pas » ou « Avec nos outils, ça fonctionnera pas », ben t'as plein d'autres personnes qui vont aussi t'aider à trouver des solutions parce qu'on a toutes les mêmes contraintes, puis il faut que notre jeu fonctionne. Au final, il faut qu'on trouve la meilleure façon de faire les choses. Oui, oui, je comprends. Puis, quand on parlait justement entre les jeux indie, pas les jeux indie, ben oui, studio indie versus studio, mettons, plus gros et tout, est-ce que c'est là justement ce que tu mentionnais, tu peux être un peu comme un couteau suisse, avoir plusieurs chapeaux. J'imagine, tu sais, est-ce que tu arrives dans une compagnie, exemple, on nomme Ubisoft, EA et tout ça, ou est-ce que c'est quand même des gros studios, ou est-ce que là, des fois, tu es un petit peu plus limité, là, justement, au niveau de chapeau, peut-être, parce qu'ils ont tellement de monde que c'est précis exactement ce que tout le monde fait? Exact, ouais. En indie, ça, je sais qu'on était une très petite équipe, puis on était à peu près un par rôle. Fait que t'es amené à faire un peu tout ce qu'il y a dans ton rôle, puis aussi à des fois déborder un peu pour voir ce que tu fais aider. Avec mon deck en animation 3D, j'ai appris un peu à faire de l'animation, un peu d'anime tech. Fait que
j'ai monté de la documentation sur comment on devrait probablement faire le système d'animation, Comment on n'étant pas devrait animateur. probablement. Mais C'est-tu écrit comme... ça dans le document? Mais tu sais, je prenais des pincettes quand même. J'étais comme, je pense que c'est la bonne façon de faire, mais je suis Mais pas c'est animatrice. pas ma job. Fait que Ouais. tu sais, t'es amené à faire un peu plus, je dirais, en indie. Moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre parce que, tu sais, c'est pas genre, voici tes petites tâches, fais tes petites tâches, Ouais. bonne journée. C'était vraiment comme, on n'est pas beaucoup, faites le plus que vous pouvez faire. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais fait, mettons, à Ubisoft, où on m'aurait probablement dit, voici ta mission, tu fais ta petite mission, tout va bien. Tout ce que tu as besoin de ta mission, il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Fais ta petite mission. T'sais. Puis c'est deux façons de faire différentes, puis il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, mais je sais que comme premier emploi, moi, ça m'a vraiment comme poussé dans le bain, This is Sparta, vas-y, genre, tu sais, comme apprends plein de choses, touche à tout, puis progresse. C'est ça, j'avais le feeling, là, tu sais, justement, qu'il y a vu les budgets plus limités, les plus petites équipes, name it et tout ça, que ça te donne justement l'opportunité d'apprendre tellement plus de choses qui sortent de ton rôle un peu, parce que c'est ça, t'es pris, t'as pas les outils nécessairement, puis ça doit aussi être bon pour tout ce qui est troubleshooting puis débrouillardise, là, trouver toi-même des solutions, là, genre de googler 100%. puis chercher des affaires parce que ça marche pas, mais il y a personne qui connaît la réponse, fait que faut que je trouve, là. Ouais, quand t'es tout seul dans ton métier, tu sais, moi, je conseillerais quand même à tout le monde qui rentre dans l'industrie de rentrer quelque part où ils peuvent avoir un lead, un mentor pour le guider, parce que l'apprentissage de quelqu'un, c'est super enrichissant, mais ça, c'était vraiment This is Sparta, il y a personne qui peut t'aider, trouve la réponse. Fait que t'as pas le choix de devenir débrouillard, mais c'est pas pour tout le monde non plus, tu sais, c'est lourd, là, puis c'est difficile de demander à quelqu'un de junior de tout savoir, tu peux pas tout savoir, puis notre domaine évolue, la technologie évolue, fait que même quelqu'un de senior, je pense pas qu'il peut tout savoir. Tu seras jamais un point dans ta carrière où tu sauras tout. Il y a tellement de nouveautés puis d'affaires, j'ai l'impression que. Puis il doit y avoir tellement d'exceptions aussi où que ça va arriver une fois dans ta vie de vivre telle problématique, puis tu sais pas tant que tu l'as pas vécu. Ouais, il y a beaucoup de posts sur les forums de justement Unity Unreal qui sont deux gros engins de jeu très utilisés où des fois il y a des gens qui postent justement hey, j'ai ce problème, ils t'expliquent toute la problématique puis c'est comme personne d'autre dans sa vie a essayé ça, donc personne a de solution à ce problème précis parce que c'est tellement niche, ça dépend tellement de ton contexte de projet. Des fois tu troubleshoot des problèmes, tu trouves des solutions. Mais cette solution-là va peut-être jamais te resservir dans ta vie parce que c'était vraiment très, très précis à tout le dépouillement de tous les outils que tu as utilisés, dans quel ordre, comment, pourquoi, dans ce projet-là. Fait que quand tu vas en faire un autre, tu as appris que ça, c'est peut-être pas l'idéal, mais tu feras peut-être pas ça de toute façon. Ouais, non, je comprends. Puis, je vais revenir au volet études. Est-ce que, on a parlé de la formation que toi tu as suivie. On entend souvent, tu sais, justement, du monde qui essaie d'apprendre, que ce soit à coder ou à apprendre à la maison, là, finalement, là, autodidacte, puis se faire un genre de mini portfolio. Puis est-ce que c'est encore possible dans le domaine du jeu vidéo, quelqu'un qui voudrait, sans passer par l'école ou... Que oui, je dirais que ça dépend. Parce que il y a beaucoup de domaines dans le jeu vidéo. Tu sais, il y a des artistes qui vont apprendre autodidactement à faire de la 3D, puis ils vont être super bons. Cool. Pareil pour le concept, il y en a qui vont apprendre à dessiner, ils vont être super bons. Cool. Tu sais, c'est sûr, si vous avez la possibilité de faire un cours, ça peut juste être bénéfique, je pense, parce que les learnings vont être assez à jour avec les standards de l'industrie aussi. Quand on apprend autodidactement, c'est parfois difficile. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement difficile de trouver comme l'information qui est comme à jour, vraiment actuelle pour s'améliorer, dans le fond. Mais c'est ça, il y a plusieurs écoles différentes qui offrent différents programmes, puis je pense que c'est vraiment plus selon le genre de personne qu'on est puis comment on apprend. Pour être concepteur de niveau, il y a des gens qui vont à l'université, il y a des gens qui font un AEC de 11 mois comme moi, il y a des gens qui font probablement des techniques, il y a plusieurs cours, il y a plusieurs écoles. À Montréal, il y en a beaucoup quand même. Là. Il y a le campus ADN, justement, qui est les petits AEC. Tu as le NAD. NAD, je pense, c'est niveau universitaire. Si je dis pas de bêtises, je mets ma main au feu. J'ai entendu parler du DESS en jeu vidéo. J'ai entendu parler de plusieurs écoles. ISOR, qui fait beaucoup d'or. C'est dans le nom. Mais qu'ils forment aussi des programmeurs, de ce que j'ai appris. Fait que, tu sais, il y a comme... Je suis sûr qu'ils font pas d'or, c'est impossible.
Ah, c'est sûr que non, ils font tout sauf ça. C'est juste des huge trolls qui ont dit on va mettre ça dans notre nom. Ça serait excellent. Appelons notre école d'or et ne faisons pas d'or. J'aimerais beaucoup ça. Genre, ils font juste de l'or, mais comme le minerai. Mais ils l'ont mal écrit, puis là, ils sont comme, ben, on a mal écrit le nom de l'école, on l'a gardé. J'aime tout. J'aime tout. Ben, ok, fait que ça, c'est bon. Puis au niveau des... justement, de ce métier-là en tant que tel, j'aime toujours poser la question... est-ce que tu sais à peu près c'est quoi les attentes, mettons, au niveau salarial? C'est sûr que ça doit varier entre un jeu, une compagnie de studio indie, Ubisoft, c'est pas le même salaire, là, on s'entend. Mais c'est quoi le range à peu près que quelqu'un peut s'attendre en commençant ish vers, puis je sais pas, là, il doit avoir un range assez haut là, aussi, là, dépendant, là, mais dans ce rôle-là. Là. V'là 4 ans, quand je suis rentrée, on se disait d'à peu près chercher à peu près du 40 000 en commençant. Okay. Fait qu'il y avait des... Je dirais en haut de 35, c'était quand même, tu sais, genre 36, 38. Là. Il y en avait pas mal là-dedans. Quand tu pognais 40, t'étais content. Là, ça a dû augmenter parce que ça fait 4 ans, mon Dieu. Là. Puis les ranges, je dirais que ça dépend beaucoup. De compagnie à compagnie, ça varie énormément aussi. Puis je sais que le domaine du jeu vidéo, des fois, c'est pas... Il essaie de couper les coins ronds en salaire, j'ai l'impression, dans certaines compagnies. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. Mais je pense que plus que tu montes, tu peux quand même avoir des bons salaires. Mais c'est sûr que en indie, ça doit être plus difficile. Il y a sûrement des compagnies indie qui payent très bien, là, ça veut rien dire, mais les budgets étant limités, c'est pas soutenu par des grosses productions qui sont déjà en train de faire de la moulaga. Donc, ouais, non, c'est ça. Sont à la recherche justement de leur premier home run pour devenir plus gros un peu. Là. Mais c'est ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur de l'industrie avant. Pour l'instant, je touche du bois de mon côté, ça va bien. Mais je dirais, chercher au moins un salaire stable, pas des promesses un peu vides, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par promesse un peu vide? T'as-tu un exemple? J'ai entendu des histoires d'horreur de comme « Ah oui, nous allons payer quand le jeu va être lancé » ou des affaires comme ça. Pas nécessairement des gens que je connais de mon entourage, mais tu sais, comme du ancien temps de l'industrie où comme l'overtime ne sera pas payé, mais on va crunch 70 heures cette semaine. Tu sais, comme, on cherche pas ça. Puis je pense que l'industrie cherche beaucoup à s'améliorer dans tous les points. Là, comme je ne l'ai pas vécu, moi, encore. Je sais pas. Mais je veux prendre, évite-le pas. Ouais, c'est ça, j'aimerais beaucoup. Moi, j'ai décidé à ta place, ça arrivera pas. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est ça, ouais, faut vraiment faire attention, je dirais. Juste assurer que les conditions de travail sont bonnes. Tu sais, je vois ça payé à l'heure, genre, on s'assure d'avoir un salaire. Oui, on s'assure d'avoir un salaire. Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est souvent justement un salaire à l'heure ou c'est souvent salarié annuel fixe? Ouais, ben c'est comme... C'est annuel, mais c'est à l'heure, là. Tu sais, dans le fond... t'es payé ton overtime. Genre, si tu fais de l'over, tu vas être payé en over? Dépend des compagnies. Ça, parce que salarié, tu sais, moi, je donne un exemple. Moi, dans mon travail, je suis gestionnaire. Moi, l'overtime, ça n'existe pas. Moi, j'ai un salaire annuel. Si je fais 35 heures dans une semaine, ça arrive jamais. Mais si je fais 35 heures dans une semaine, j'ai le même salaire que si j'en fais 45. Ça change rien. Ouais, fait qu'on serait payé à l'heure dans ce cas-là. Mais, tu sais, comme, moi, je sais qu'à ma compagnie, ils nous encouragent pas à faire de l'overtime. Genre, tu sais, c'est comme, t'as fait ton temps. Puis, quand que, tu sais, fais ton temps, tu peux sortir de prison. Oui, c'est ça. Mais quand c'est nécessaire, quand il y a des gros crunchs, ça arrive, il y a des milestones, puis on a pris du retard, puis peu importe. Pour l'instant, toujours pas encore, je ne me suis jamais fait forcer de faire de l'overtime et mon overtime était payé. C'est ce que j'aimerais qu'il soit partout, c'est ce que je souhaite à tous, mais j'ai entendu des histoires d'horreur qu'il y a des endroits que c'est pas comme ça. Fait qu'on est payé à l'heure. Cool. Des fois, il y a des bonus quand que les jeux vont bien. Puis c'est pas mal. Est-ce que vous avez... Est-ce que c'est un... Ton métier peut être aussi... Parce que là, j'imagine qu'en ce moment, tu as un poste permanent dans le studio. Mais est-ce qu'ils font aussi affaire contrat, genre contractuel? Oui. C'est du monde juste pour un 6 mois ou whatever? Oui, exact. Avec des besoins de projet, parfois, tu sais, tu commences un projet, tu as ton équipe... ta core team qui travaille sur le jeu. Puis là, tu te rends compte que au niveau art, ça avance pas, on aurait besoin de plus d'artistes. Ben, on va peut-être prendre des artistes genre 6 mois, 1 an. Puis
dans certaines compagnies, il y a des possibilités que ces gens-là puissent avoir un contrat permanent par la suite si ça marche puis qu'on a du travail. Mais tu sais, il y a certains besoins, parfois, c'est comme on a besoin maintenant d'un artiste maintenant, mais on n'en aura plus besoin après. C'est un besoin maintenant parce qu'on a pris du retard ou parce que les critères ont changé puis on a besoin de plus de personnages, par exemple, ou peu importe. Fait qu'on remplit un besoin immédiat. C'est cool quand on peut les garder. Moi, j'aime ça quand on peut garder les gens. Tant qu'à les avoir montré notre projet puis comment on fonctionne, autant continuer de travailler avec les mêmes personnes. Ouais, Mais oui. c'est ça. Des fois, il y a des contrats parce qu'on a besoin de je vais dire patcher un trou, là, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais il y a un besoin comme maintenant, il faut qu'on le fasse Mais maintenant. j'imagine qu'il doit y en avoir des personnes qui travaillent juste à contrat. Probablement. Ben, il y a des gens Monde qui travaillent qui sont comme indépendants puis ils font juste prendre ouais. du freelance, des contrats Il y à en a, gauche, à il y en droite. a qui sont freelance, exactement. Je dirais freelance, je vois beaucoup ça. Concept, j'ai l'impression, tu sais, les concept artistes, c'est comme, OK, là, on commence un projet, puis on aimerait voir qu'est-ce que ça donne si on fait une montagne dans un monde féerique. Bon, ben, on va engager des concept artistes, ils font des concepts montagne de monde féerique. On a une idée. Cool, merci. Contrat complet. Puis il y a des freelances qui font juste freelance, puis il y a du monde qui font des contrats dans des compagnies. Ça dépend, encore une fois, ça dépend vraiment de comment toi, tu vois ta carrière puis que tu veux progresser. Il y a du monde qui veulent être permanent, qui veulent être dans une compagnie, qui veulent monter dans celle-là. T'en as qui veulent aller selon le projet. S'il y a un projet qui te tente, tu vas dans une compagnie, tu finis le projet, tu vas peut-être dans une autre. Ça dépend vraiment de tes besoins à toi, mais c'est possible contrat, c'est possible permanent, ça dépend vraiment. Hein. OK. Ouais. Nice. Fait que ça donne quand même plusieurs styles, si on veut, là, d'emploi là, possible avec ça, dépendant de ce que de tes préférences. Là. Puis, mettons justement, tu sais, on a parlé de ton travail sommairement, mais une journée typique, là, genre de job, ça ressemble à quoi? Moi, j'arrive tôt. Dans ma compagnie, on a la politique meeting 10 à 4. Donc, entre 10 et 4, on doit être disponible pour les appels, puis on essaie de les céduler là-dedans. Mais on a des horaires flexibles, donc on peut commencer... tant qu'on est là 10 à 4, qu'on est là pour nos meetings, on peut commencer plus tôt, plus tard, tout dépendant de comment ça va. Moi, j'aime bien faire du 7 à 4 de la maison. Puis du 8 à 5 du bureau parce que je veux pas me lever plus tôt pour me rendre au bureau. Fait qu'une journée typique, j'arrive tranquillement, je vais regarder les courriels de ceux qui ont fini plus tard que moi, qui vont peut-être avoir envoyé des nouveaux features dans le jeu, juste voir qu'est-ce qu'il y a, si j'ai des trucs à prouver de mes collègues pour que ça rentre dans le jeu. Je vais lire les messages justement sur la conversation. On a une conversation toute l'équipe. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Cool. Je vais partir mon engin de jeu, je vais regarder qu'est-ce qu'il a fait. Si j'ai des tâches, je vais les prioriser, voir est-ce que quelqu'un attend après moi pour quelque chose. Je vais commencer à travailler dans mon engin. À 10h, on a notre premier meeting qui est comme un petit meeting journalier où on se dit un peu qu'est-ce qu'on fait, puis quand on a des bloqueurs, ça aide à la communication de tout ce qui se passe, juste s'assurer qu'on est tous là, on sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tout le monde fait. Fait que on fait les meetings, après les meetings, un petit temps avant dîner où justement on continue les tâches, peut-être que les meetings vont plus loin, peut-être qu'on va tester la bulle d'ensemble pour voir le progrès de tout ce qu'on a fait. Dîner, puis l'après-midi, focus les tâches, des fois des meetings, puis c'est ça, vers 4 ou 5 heures quand je suis au bureau, ben fin de la journée, je me déconnecte, je m'assure que tout est correct. J'essaie de rien péter avant de m'en aller, habituellement, quand même. Ouais, j'imagine que c'est plus agréable de partir sans tout péter, là. Exact. Tu sais, quand il y a des choses que je suis pas sûre que c'est stable, je suis comme, nah, je vais les laisser, puis demain, on checkera. Ça me semble être un problème pour demain matin, là. Ouais, exact. Est-ce que, justement, tu as mentionné quand même meeting à quelques reprises, j'imagine que c'est une job qu'il doit quand même avoir son lot de meeting parce que la communication est comme... C'est super important, puis, tu sais, développer un jeu tout seul, c'est rare. C'est habituellement... non, habituellement non. Il y a des gens qui réussissent, puis tant mieux pour eux, mais c'est des exceptions. Ça, il faut le garder en tête. Le jeu vidéo, c'est vraiment un travail d'équipe. On a tous nos forces, nos faiblesses. C'est pour ça qu'il y a différents métiers puis qu'on s'entraide tous. Mais on travaille vraiment ensemble. Fait que, tu sais, tu auras différents stades de meeting, tout dépendant de ta taille d'équipe puis de ton rôle. Mais, tu sais, au moins un meeting journalier avec ta sous-équipe, je vais appeler ça comme ça, mais dans l'équipe, des fois, on est comme divisé par feature ou par plus petits trucs, tu sais, comme
Sur Lego, par exemple, on avait une feature gameplay, c'était nous qui faisions tous les ennemis, toutes les armes. Fait qu'on était une sous-équipe dans toute la grande équipe qui fait tout le jeu, par exemple. Fait que tu as des meetings avec eux juste pour s'assurer que ça flow. Tu peux avoir des meetings avec les autres membres de ton corps de métier pour s'assurer est-ce que toi, tu as besoin d'aide? Est-ce que tout le monde a assez de tâches? Est-ce que ça va bien? Tu peux avoir des meetings un peu plus niveau studio, juste pour s'assurer, tu sais, ça dépend de ton studio, mais pour les autres projets, qu'est-ce qu'ils font, qu'on se présente un peu tous nos trucs, qu'on puisse se hyper entre nous de comme hey, ça va bien, tous les projets, cool, on est heureux. Après, si tu décides de t'impliquer dans ton studio, moi je sais que je m'implique dans les événements sociaux, fait que j'ai des meetings pour ça aussi. Fait que ça dépend vraiment. Tu vas avoir des meetings avec vraiment plusieurs personnes différentes, mais au minimum avec, tu sais, comme ta petite équipe à toi sur le projet pour s'assurer que tout flow. Oui, et puis ben ça c'est bon à mentionner, puis ça m'amène à une question que je pose à chaque épisode de Parlons Métier. Puis en même temps, juste avant, je vais juste faire un rappel à tout le monde qui sont en direct sur Twitch, dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Puis à moins qu'ils soient extrêmement pas pertinentes, je vais essayer de les prendre à la volée. Je vous mets un petit peu de pression, là. Puis on va répondre en même temps. Puis ben, elle va répondre. Moi, je répondrai pas. Je peux essayer. Je peux essayer, mais c'est ça. À part une question sur moi, je vais peut-être répondre, mais après le podcast. Et puis, dans le fond aussi, je rappelle à tout le monde, vous le voyez en bas, mais les rediffusions sont accessibles sur Twitch en highlight dans une catégorie, sur YouTube en vidéo, et puis en audio sur Spotify, puis Amazon Music. Et donc, je vais avec ma question que j'aime toujours poser. J'aimerais ça savoir, il y a deux volets. Un, les choses cool ou avantages que tu trouves à travers ce métier-là. Puis l'autre volet, ça serait les irritants. Parce que je trouve ça important. C'est sûr qu'il y en a, tu sais, comme je dis, tous les jobs ont des petits côtés qui pourraient être irritants. Peut-être pas pour toi, mais tu peux voir qu'ils peuvent l'être pour d'autres personnes. Puis la raison pourquoi je le demande, c'est, bon, encore une fois, quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là, je pense que c'est important de savoir dans quoi il s'embarque, là, tu sais. Ben, dans les côtés cool, on travaille quand même en jeux vidéo. C'est quand même un très beau domaine. On fait des choses le fun. C'est rien pour enlever aux autres métiers, mais des fois, tu travailles sur des jeux que t'aimes. Des fois, tu travailles sur des jeux que t'aimes pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui vont y jouer puis l'aimer. Ouais. C'est un beau domaine, c'est des belles choses qu'on fait. Puis je trouve que, il y a eu des histoires d'horreur sur les cultures d'entreprise, mais encore une fois, je touche du bois. Moi, je trouve que, du moins dans les équipes que j'ai côtoyées, il y a ça se voit qu'on a la passion de qu'est-ce qu'on fait, puis c'est tout en étant professionnel et sérieux, ça peut aussi être décontracté, le fun, puis juste enrichissant, j'ai envie de dire. On partage une passion commune, veut pas, qui est notre métier, puis c'est un beau métier, on aime ce qu'on fait, on est fiers de ce qu'on produit la majorité du temps. Fait que, tu sais, il y a une très belle... je trouve que je sais pas, il y a des très belles relations autour de ça, dans le fond, quand on travaille sur un jeu, d'être une équipe soudée, puis de voir les progrès, même quand c'est pas les tiens, voir le progrès de tes collègues qui travaillent sur autre chose, c'est beau, c'est vraiment cool. Ben oui. Fait que ça serait vraiment mes points forts. Puis et dans les points forts, je vais te demander, moi, je t'interromps de même, là. Si tout le temps, tu sais, comme, je sais pas c'est quoi ton ratio de travail à distance versus bureau. Mais au bureau, est-ce que c'est comme dans toutes les images qu'on voit où les bureaux sont tout le temps cool, puis là, il y a des consoles à quelque part, tout le monde s'évache sur un sofa puis game dans leur pause dîner? Ça dépend des studios! Nous, on a un gros open space, fait que depuis la pandémie, c'est un peu bizarre. Parce qu'avant, tu sais, c'était peuplé de monde. Ouais, on était tous au bureau et c'était rempli et il y avait de la bonne humeur partout. Maintenant, il y a moins de gens qui viennent au studio, fait que c'est un peu plus vide. Fait que ça dépend vraiment des studios. Il y a des studios... tu sais, je pense que maintenant, pour ramener les gens en présentiel, il y a beaucoup d'efforts un peu partout dans l'industrie pour que vraiment, tu sais, les espaces soient agréables, soient beaux, soient le fun. Mais c'est clair qu'il y a des consoles dans un studio de jeu. Je serais déçue qu'il y ait un studio de jeu qui en ait pas. Je pense que c'est important. Oui. Une petite salle, tu sais, où on peut un peu justement s'évacher, puis juste, tu sais, après le travail, tu peux jouer une game avec tes collègues, une petite salle de jeu. Nous, on a une petite salle de jeu, puis je l'aime beaucoup. Ouais, ben je pose la question parce que je suis quand même beaucoup de studios et tout sur LinkedIn. Puis je vois tout le temps des posts
à saveur médias sociaux, là, tu sais, Yes. on est tellement cool, puis tout. Puis j'étais Venez, comme, on est venez, on est cool. cool, tu sais. Genre, je pense que c'était le studio, là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est le studio qui travaille sur les jeux de Donjons de Dragons. Qu'eux autres, mettons, ils faisaient leur game de D&D papier, puis tout ça, à chaque vendredi après-midi, ils ont off, puis ils font une game de D&D ou whatever au bureau, tout ça. Puis je trouvais ça cool, mais genre, c'est souvent l'image qui est projetée un peu. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment cool, là, tout le temps. Oui, c'est quand même cool. Moi, je dirais que c'est quand même cool. Il y a beaucoup, justement, de petites initiatives qui sont faites pour que, tu sais, oui, on est collègues et on fait des jeux, mais qu'on puisse aussi se parler en tant qu'être humain, puis pouvoir passer des bons moments qui sont pas juste travail, travail, travail. Je Ah oui. pense, j'ai envie de dire que je pense que c'est vrai pour tous les autres studios, là, mais du moins, moi, ce que j'ai expérimenté, tu sais, il y avait vraiment cet aspect-là de rendre ça plus que juste vous êtes des travailleurs qui font des jeux, mais plus Ouais. on est des humains qui aiment ce qu'ils font, là. Fait que côté point fort, c'est vraiment ça. Puis côté point faible, je dirais, ben, point faible. Ça peut être difficile pour certains, mais je dirais c'est énormément de travail d'équipe, comme je le disais plus tôt. C'est très rare des gens qui vont réussir tout seuls à faire des jeux et qui vont réussir à bien les faire. Puis il faut être très ouvert à la critique justement à cause de ça, parce que tu as peut-être une bonne idée. Ton idée est peut-être excellente. Mais ça veut pas dire que c'est la meilleure dans le contexte du jeu, puis ça veut pas dire qu'elle fonctionne dans le contexte du jeu non plus. Ouais, c'est ça, j'allais dire, le Euh, degré de faisabilité d'une idée. Là, tu sais, exact. tu peux avoir la meilleure idée au monde, des fois le budget il est pas là pour accompagner tout ce que ça coûte. Exactement. Il y a plein de choses qui sont à prendre en considération. Des fois, l'idée est super bonne, mais elle se fait pas. Des fois, elle serait super bonne, mais pour un autre jeu, pas pour celui-là Ouais. qu'on développe. Fait que, tu sais, c'est de pas se démoraliser parce que ton idée est pas prise telle quelle, de pas se démoraliser, de devoir souvent recommencer, retravailler des choses. C'est normal. J'ai jamais vu un level designer faire un niveau, puis que la première fois, on était genre tic. Mets ça dans le jeu maintenant. T'sais, on va leur travailler, on va repasser dessus. C'est itératif du jeu vidéo. La première idée n'est pas la bonne idée. On va leur travailler 15 000 fois. On va repasser dessus. Ça se peut que des fois, on revienne en arrière sur quelque chose qu'on avait fait avant. C'est juste normal. Je pense qu'il faut être très ouvert à la critique puis pas se décourager. Puis moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que sur mon ancien projet, il y avait beaucoup de designers de niveau. Justement, ils se faisaient des meetings de temps en temps. Ils regardaient un niveau, tous ensemble, puis ils allaient tous dire leurs idées, qu'est-ce qu'ils trouvaient qui marchait bien, qu'est-ce qu'ils trouvaient qui marchait moins bien. Puis je trouve que c'est comme ça que tu apprends beaucoup aussi avec l'expérience des autres, parce que ta vision à toi, surtout quand tu es comme face à face à ce que tu fais, tu finis par plus vraiment le voir correctement puis le ressentir correctement. Fait que d'avoir toute cette discussion-là avec les autres puis de pouvoir se tirer vers le haut, là, je pense que c'est super important, mais ça peut être difficile parfois de se faire dire « Ouais, non, ton niveau, ça marche pas. C'est pas le Ouais, fun. » non, mais honnêtement, c'est un bon point parce que, tu sais, lourd. ça prend un. Ouais, ça prend quand même les reins solides pour un tempérament qui est capable de prendre. C'est pas tout le monde là, qui peut prendre la critique aussi souvent, là, puis qui vont pas le prendre personnel et tout. Là. Finalement, c'est un peu comme être streamer. Tu sais, t'as plein des idées, mais elles sont pas toujours la bonne idée pour ta chaîne ou pas toujours faisables parce que ça coûterait trop cher à réaliser. Puis... Exact. Ouais. Puis, c'est ça, le travail d'équipe, c'est vraiment une grosse. Je pense que c'est. Ouais. Quelqu'un qui voudrait faire. Qui voudrait être en jeu vidéo, mais en mode. Je veux être dans ma bulle puis pas trop parler. Il y a peut-être d'autres métiers, là, mais le tien, non, ça le ferait pas. Là. Le mien, je trouve que ouais, je dois beaucoup collaborer avec tout le monde pour que les choses se fassent. Je conseillerais pas de devenir TGD si on peut rester dans sa bulle. Peut-être programmeur si t'es pas lead. Là, tu peux être dans ton petit trou dans le noir et coder tes lignes de code, là, mais. ouais. Le cliché programmeur. Ouais, le cliché programmeur qui veut pas parler à personne, qui fait juste taper son clavier. Laissez-moi tranquille. Et puis, ben, on a une question de Valky qui demandait que c'est bon. C'est une question peut-être étrange, mais est-ce que ça arrive pendant le développement ou vers la fin que le studio /dev doute du succès d'un jeu? Je pense qu'on n'entend pas souvent les histoires de jeux cannés, mais des jeux cannés, il y en a dans l'industrie. Canné, c'est juste pour le... On ferme le projet, on le relance pas. Okay. Ça arrive des fois, c'est malheureux. On veut tous faire des bons jeux, mais des fois, on développe, puis ça prend du temps avant qu'on se rende compte que ça ne fonctionnera pas.
ça peut arriver. On essaye de s'en rendre compte le plus tôt possible, puis de tuer les projets à la source quand ça ne marchera pas. Ouais. Mais des fois, malheureusement, il y a des mois de production qui sont perdus parce que ça ne fonctionnera pas, ça ne vaut pas la peine de continuer d'investir dedans. Mais oui, ça arrive des mauvaises idées. On peut pas toujours en avoir des bonnes. Est-ce que tout le monde s'en doute quand ça arrive, ça, ou c'est une décision qui vient un peu plus haut, puis à un moment donné, du jour au lendemain, t'es comme « Ah, ok ». Je pense qu'en général, on peut s'en douter d'avance. Quand ça fonctionne juste pas dans une production, je pense, t'as un climat assez lourd, il n'y a jamais rien qui marche. On teste le jeu entre nous, c'est pas fun. Je pense qu'il y a quand même des façons, mais je suis convaincue aussi qu'il y a parfois des projets qui ont été arrêtés puis que c'est sorti de nulle part. Là. Je peux pas dire que c'est impossible, mais je pense que tu le sens un peu. Surtout les projets qui sortent et qu'on continue avec des mises à jour de faire vivre, à un moment donné, tu le sens que comme l'équipe a réduit un peu puis que les chiffres sont pas tout le temps bons à chaque mise à jour. Je pense qu'il y a moyen de s'en rendre compte un peu. Ça affecte le mood de l'équipe aussi. Là, quand que tu travailles fort sur quelque chose, ça fonctionne pas, ça va se ressentir. Ouais. Fait que je pense que tu arrives assez à le gager, mais il y a eu des layoffs vraiment un peu... pas aléatoire, mais comme un peu moins prévisible. Malheureusement, ça arrive pour plein de raisons là, dans l'industrie. Puis, est-ce que justement, c'est... j'imagine que ça aussi, ça doit faire partie des difficultés où que du monde, exemple, que c'était leur bébé, en guillemets, ou leur projet qui était vraiment investi puis qui avait à cœur. Puis là, paf, le projet, il viendra pas au monde. T'as un genre de deuil à faire, là, de ton... Tu passes, ouais. Faut que tu passes à autre chose, mais c'est sûr que ça va avoir un petit goût amer de... Tu visualises justement le projet. Tout le long, j'imagine que tu as comme quelque chose en tête, là, un peu. Là, un peu comme quand tu écris ton livre ou quelque chose, tu es en train de créer quelque chose. Tu le vois comme le produit fini un peu dans ta tête, puis là, finalement, tu le verras jamais pour vrai. Fait que tu dois être un peu comme « Ah, fuck ». Je pense que c'est bon de toujours faire des post-mortem justement pour ça, parce que des fois, c'est pas nécessairement que l'idée était pas bonne, c'est peut-être juste que le chemin qui a été pris, la façon que ça a été démarré, peut-être que c'est ça qui a fait en sorte qu'au final, on n'est pas dans une bonne situation pour continuer le projet. Des fois, c'est peut-être pas l'idée, c'est peut-être vraiment juste la façon de faire. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait qui a fait en sorte que ce projet-là voit pas le jour? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour pas que ça se reproduise? Je pense que c'est une étape cruciale dans tous les jeux, même les jeux qui sont sortis, cool, on l'a sorti, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'on peut apprendre du projet, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le futur, c'est crucial selon moi là, d'apprendre de nos erreurs. Non, il y a Spooky qui demande, sa question n'a pas été posée, mais c'est quoi tu considères qui a été ton plus grand challenge à date? Je pense que c'est à peu près 6 mois où justement je suis allée aider sur Disney Dreamlight Valley parce que j'ai pas quitté mon projet de base Lego Star Wars totalement. Fait que j'ai fait du 50-50. OK. Qui en soi, ça se fait. Il y a plein de monde, tu sais, qui sont un peu... ils aident plusieurs projets parce que t'as pas assez de travail, par exemple, sur un projet, fait que tu peux en aider 2, des trucs comme ça. C'est faisable, mais j'avais un grand mandat sur Disney Dreamlight Valley, j'ai envie de dire. Tu sais, c'était... Les cutscenes n'existent pas, maintenant elles existent, et si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de cutscenes. Donc, c'était comme, OK, let's go, on y va, gang, genre, tu sais. C'est un gros mandat, puis c'était un mandat temps partiel. Fait que ça a été demandant, mais j'ai énormément appris là-dessus de, justement, comment je gère le temps de 2 projets avec des charges de travail qui varient un peu. Sur mon autre projet, si j'ai eu le temps d'aider DDV, c'est parce que j'avais un peu moins de tâches à ce moment-là, mais des fois, ça débloquait, puis j'ai eu plus de tâches. Fait que c'était vraiment de gérer les deux, de gérer les attentes, d'être consciente aussi de qu'est-ce que je peux faire. Je peux pas produire ce qu'un temps plein ferait si je suis temps partiel sur un projet. Fait que c'est de modeler mes propres attentes, les attentes de tout le monde, de s'assurer que tout va bien, de mettre le temps où ce qu'il faut, d'essayer d'évaluer un peu un bon plan d'action, là, comment qu'on fait ce mandat-là en peu de temps et demi, comment est-ce qu'on s'aide, qu'on s'entoure des bons gens, ça a été quelque chose. On avait la question, qui est plus en lien avec Gameloft, mais est-ce que Dreamlight c'est le plus récent ou il y a d'autres choses qui sont sorties?
Oui, c'est le plus récent sorti de Gameloft Montréal. Fait que c'est ça. Il est sorti septembre en Early Access, puis il y a des mises à jour qui continuent de sortir de temps à autre. Tu m'envoies une belle balle, justement, les Early Access, qui est très populaire, là, finalement, en ce moment, là, parce que les gens, le jeu continue à développer un peu, mais le monde peut acheter. D'un point de vue de ton métier, est-ce que c'est quelque chose d'agréable de travailler avec ou c'est irritant par moment parce qu'il y a comme une certaine pression à continuer à sortir les features, tu sais, parce... Ça dépend beaucoup du jeu. Tu sais, comme j'ai pas travaillé pendant le live ops de Disney, j'ai travaillé avant qu'il sorte. Mais sur Star Wars, j'ai travaillé aussi sur les événements d'après. C'était pas un early access, mais on a continué de faire des mises à jour régulières. Je dirais que ça dépend beaucoup de justement un peu les attentes de tout ça. Tu sais, un early access, ça le dit, c'est early. C'est un accès anticipé, ce n'est pas final, mais ça arrive des joueurs qui pensent que ça va être genre final polish parfait. Fait que c'est un peu de moduler les attentes. C'est ça que je pose la question aussi, c'est que, tu sais, je le réalise. Moi, je vois un early access, je veux dire, ça le dit dans le nom, mais à regarder les commentaires, que ce soit sur Steam et compagnie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendent à mieux. Puis il y a aussi des fois, peut-être certaines compagnies, que leur early access, il est early pas mal dans le sens que, tu sais, ça sort early access, puis finalement, ça a pris 2 ans avant que le jeu sorte, puis t'es comme, ouais... ça aurait été le fun qu'il y ait eu un peu moins de temps entre les deux. Là, genre, t'as un chapitre de sortie, mais attends un an et demi avant de voir le reste du jeu. Yes, je dirais que ouais, c'est un peu difficile, mais tu sais, faut que tu modules un peu, tu sais. Je sais que Disney Dreamlight Valley, au début, il y avait certains bugs, tu sais, puis c'était expected, j'ai envie de dire, tu sais, comme c'était un early, c'était pas parfait, on savait que ça allait pas être parfait, mais aussi, tu sais, je pense que si tu crois en ton jeu et que tu as un bon plan d'action, c'est pas trop pire en tant que développeur, dans le sens où comme il y avait des updates de prévus, c'était prévu déjà d'être découpé un peu. Il y a des jeux qui sortent en early access que ouais, t'es regardes t'es comme OK, mais il est sorti en early access puis ça fait 1 an puis il n'y a pas eu de mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que quand tu sors en early access, il faut vraiment que tu aies un plan de comme OK, il n'est pas final, on vous le montre un peu, mais c'est un peu un donnant-donnant de comme on vous le donne un peu plus tôt. Puis vous, en le testant, vous nous aidez grandement à se rendre compte de problèmes puis à l'ajuster pour que le final soit bon. Est-ce que vous avez genre comme mettons dans un monde parfait, là, quand un jeu va sortir Early Access, est-ce qu'il y a un genre de calendrier justement où c'est comme on prépare d'avance, on sait qu'on sortirait tel feature ou telle affaire dans le jeu à tel moment, puis de lancement. C'est comme une cadence que tu sais qu'il y a du contenu qui va rentrer assez couramment pour que le jeu reste pertinent. Là. Du moins, je me dis que c'est ce que tu veux, en fait. T'sais. Tu veux pas lancer un early access dans l'univers puis le laisser mourir, là, non, habituellement. Non. Tu le lances pour avoir des retours qui sont réels de ton vrai marché, là, en fait. Puis tu veux continuer de donner du contenu à ces gens-là. Tu veux leur montrer que, oui, vous le testez puis il est peut-être pas parfait, mais comme vous nous aidez grandement. Là, je pense, du moins, de mon point de vue à moi, là, c'est vraiment ce que tu veux faire avec un early access. Puis oui, tu t'arranges pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre. Tu as une idée. Ça se peut que tes plans changent, bien évidemment. Le game dev étant le game dev, le marché bouge beaucoup. Des fois, tu penses avoir une bonne idée, t'as donné aux joueurs, puis les joueurs sont comme « Non, on n'aime pas ça! » Bon, ben ça change un peu tes plans. Ouais. Mais je pense que t'as quand même une bonne idée, au moins, de tes prochains updates ou vaguement de plus loin dans le futur, mais tu as une certaine ligne directrice de comme OK, on va terminer ça, on va rajouter ça, on va faire ça. Puis tu vas avoir des nouvelles idées en cours de route, c'est sûr. Tu vas changer des plans, tu vas repousser des affaires, tu vas devancer des affaires, mais je pense que tu peux pas partir pas de plan. Ça me semble pas une bonne idée. non, je suis d'accord. Ben, dans la vie, en général, c'est rarement une bonne idée, je pense, de partir sans aucun plan alors. On avait la question aussi de Licorne qui demandait sur quel jeu aurais-tu rêvé de travailler? Oh my god. J'aimerais beaucoup travailler sur un jeu d'horreur, juste en général. J'ai commencé à avoir un trip d'horreur depuis que j'ai commencé à faire du contenu, honnêtement. J'ai testé plusieurs jeux d'horreur, puis je me dis, wow, genre, c'est tellement spooky. Ouais. Puis
je finis souvent par passer la barrière psychologique de comme, OK, le jeu essaie de me faire peur, mais tu sais, comme focus sur le gameplay, focus sur comment l'accomplir. Puis j'aimerais travailler là-dessus pour me rendre compte de l'autre côté de la médaille, en fait. Tu sais, parce que quand tu joues, moi, je sais, ça me stresse, ça m'angoisse les jeux d'horreur, là. Tu sais, je suis vraiment, mon cœur va vite, puis je suis vraiment stressée, je tiens ma manette fort, puis je veux passer au travers, mais j'aimerais le développer, savoir Ouais. qu'est-ce que ça fait de créer cette Ouais. angoisse-là aux Non, joueurs un peu, là. je te file là-dessus. Moi, c'est un peu pareil. Ben, je suis un gros fan d'horreur, mettons, au niveau film aussi. Puis j'adore ça. Puis c'est un de mes rêves de jouer / faire un film d'horreur pour vivre le feeling de comme OK, là, c'est moi qui va créer quelque chose qui va foutre la chienne à du monde. Là, tu sais, comme vous allez Yes. derrière, là, ça doit être assez intéressant. Ça doit être assez Puis l'horreur, intéressant. tu sais, c'est assez deep. Là, Ouais. t'as les jumpscares faciles, mais t'as aussi, Ouais, tu sais, les grosses ouais, ambiances t'as l'horreur lourdes qui vraiment psychologique, pognent au là. complet. Exact. Ouais, Fait que, tu ouais. sais, de devoir travailler là-dedans, je pense que ça serait une belle expérience que si j'ai la chance de faire un jour, j'aimerais, là. Nice. Puis on a Spooky qui demandait aussi pour une personne qui va bientôt intégrer l'industrie, ce serait quoi ton meilleur conseil pour une fille? Oui, OK, on entend des fois des histoires d'horreur, des filles, tu sais, il y en a qui sont sorties dans les journaux, il y a Ouais. quelques années. Moi, je dirais, tu sais, comme pour une fille, de pas avoir peur de prendre sa place, je dirais. Tu sais, j'ai entendu plein d'histoires de comme filles que dans des meetings, essaient de donner des idées, puis souvent les gars répètent les idées, puis tout le monde praise le gars. Wow, mais Hmm. quelle bonne idée tu as eu, Gérard. C'est pas Gérard qui a eu l'idée. Fait que, tu sais, je dirais de pas se laisser marcher ses pieds. Puis, tu sais, dépendant de la personnalité qu'on a, c'est difficile aussi, mais Mhm. de prendre sa place puis d'être confident dans tes capacités. Si tu es là, c'est que tu es capable. Si tu fais ton métier à chaque jour, c'est que tu es capable. C'est dur, mais doute pas de toi parce que il y a peut-être une pression un peu pas trop dans ton sens, on va dire. Sois proud puis confident de tes idées, mets-les sur la table, t'amènes quelque chose à l'équipe. Puis moi, je trouve du moins que les meilleures équipes de jeu, c'est les équipes les plus variées. Parce que si on a tous le même background, on va tous penser la même chose. Puis le jeu sera peut-être pas adéquat pour tous les joueurs. Fait que, Mhm. tu sais, je pense que chacun a beaucoup. Le background de chacun va avoir un impact positif sur le jeu. La diversité, c'est important. Puis en tant que femme, ben, on en emmène. Il n'y a pas juste les femmes, bien évidemment. Toutes les minorités amènent de la diversité en jeu. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est super important qu'on se laisse pas marcher ses pieds, qu'on prenne notre place, puis qu'on tire ça vers le haut, qu'on amène de nouvelles façons de penser aux gens qui ne sont pas comme nous, en fait. Ouais, ben non, puis j'entends ce que tu dis en dehors du domaine du jeu vidéo. Comme je dis, tu sais, moi, mon métier, c'est être gestionnaire. Là. J'ai beaucoup de meetings, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, beaucoup de diversité aussi. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent dans mon domaine, justement. Bon, le cliché de Monsieur Blanc grisonnant de cinquantaine qui parle bien fort par-dessus tout le monde. Tu sais, moi, j'ai parlé plus fort un moment donné pour qu'on m'entende. Puis je pense que c'est un peu la même chose, justement, que, tu sais, si un gars parle par-dessus toi, tu sais, à un moment donné, faut que tu mettes ton pied à terre, puis que tu te Exact. laisses pas piler dessus parce qu'il va continuer, là, tu sais, c'est poche à dire, là, mais c'est ça pareil, là, tu sais. Puis des fois, je pense que c'est pas tout le temps conscient non plus. Là. Je Non? vois pas le mal partout quand on parle par-dessus moi, mais je m'arrête pas. Si j'essaie de parler puis que les gens veulent pas m'écouter, je vais me répéter 95 fois, mais ils vont entendre mon idée. Puis c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que mon idée, c'est bad, mais on va en discuter après, puis on va rebondir dessus, puis on va trouver la bonne idée. T'sais. Je pense juste que c'est super important de prendre sa place et de pas se laisser marcher dessus parce que toute idée est bonne jusqu'à preuve du contraire, selon moi. Mhm. Ouais, mais je file aussi, tu sais, comme, mettons, on sort en dehors du gars qui va parler bien fort par-dessus. Des fois, c'est juste que le monde sont passionnés, hein, tu sais, comme, peu importe c'est qui, là. Moi, le premier, il faut que je me gère, parce que je suis capable d'être très volubile dans la vie. Je suis pas streamer pour rien, là. Euh, mais tu sais, quand je suis passionné, puis je suis dedans, tu sais, quand, il faut que ça sorte, puis là, mon cerveau a plein d'affaires. Yep. Mais tu sais, c'est dur des fois de comme faire OK, attends, là, je vais breaker 2 secondes parce que là, l'autre personne, elle écoute un monologue puis c'est un peu poche. Là, tu sais.
Exact, exact. Tu sais, c'est important que tout le monde prenne sa place, fait que c'est ça, si tu arrives à la prendre, puis si tu es capable d'aider les autres à prendre leur place aussi, tu sais, des fois, justement, il y en Mhm. a que, tu sais, pas juste les filles, vraiment tout le monde, mais qu'ils veulent pas trop prendre de place, ils sont plus dans l'écoute. Des fois, ça garde des bonnes idées en dedans, fait que, tu sais, de juste s'assurer que tout le monde a un peu sa place pour parler, puis de pas hésiter à la prendre quand qu'on veut parler, là, je pense que c'est important. Euh, la boys culture est pas dans toutes les compagnies, puis j'ai l'impression du moins que d'année en année, ça se fait démolir, puis que l'industrie devient une Ben, c'est meilleure sûr place, là, fait que... que, tu sais, avec les grosses nouvelles, mettons les manchettes, avec des gros Ouais. studios qui ont sorti dans les 2-3 dernières années, je pense que là, il y a bien du monde, que ce soit pour les, moi je le dis toujours, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, qu'il y a des décisions de faire le ménage là-dedans, parce que on s'entend, Yep. il y a des propriétaires de compagnies, des fois, que c'est pas passé dans leur valeur, mais parce qu'ils veulent garder une bonne image, là. Mais dans tous les Mhm. cas, au final, le ménage se fait quand même. Ça, c'est juste bon pour tout le monde. Exact. Moi, j'avais une question, puis n'hésitez pas encore, on a encore du temps, là, si jamais vous avez d'autres questions dans le chat en direct, you go. Mais moi, j'avais une question que je me posais, justement, travailler dans les jeux vidéo. Bon, tu parlais de t'aimer les jeux vidéo. Est-ce que ça te crée le fameux que ça te tente pas des fois de gamer autant que si tu travaillais pas là-dedans ou J'ai l'impression que oui, puis en plus, depuis que j'ai commencé à streamer, des fois, pour vrai, ça me tente juste pas d'ouvrir mon Mhm, ordi puis de gamer. mhm, Puis, tu sais, je pense que quelque chose qui aide beaucoup, c'est pas nécessairement travailler sur des jeux que tu jouerais. Je pense que ça aide, hmm, parce que ton expérience de travail va être vraiment différente que ton expérience de divertissement au final, là, tu sais. ouais, Si t'es un fanatique de jeux d'horreur puis que tu travailles sur des jeux d'horreur, ben là, t'es tout le temps là-dedans, tout le temps, tout le temps. Je pense que ça devient lourd. Moi, ce qu'on m'avait dit au début, quand je suis rentrée en industrie, puis j'y crois encore, c'est trouvez-vous une autre passion. Dans le fond, tu peux aimer les jeux, tu peux aimer gamer, il n'y a aucun problème, tu vas gamer, c'est sûr. Mais trouve-toi une autre passion que ça n'a pas rapport. Genre, tu sais, trouve une autre affaire que quand tu as une écœur en titre, tu mets ton énergie là-dedans, ta dépense, puis genre, tu as de la satisfaction parce que si j'essaye aussi de pas voir mon travail comme je vois mes jeux. Tu sais, quand je joue mes jeux, je les joue pour le fun. Puis je commence pas à me poser plein de questions de comme ah oui, dans le level design, ils ont mis une lumière là parce que non, je joue au jeu, j'ai du fun, je vis l'expérience. Puis quand je travaille, je suis vraiment plus, tu sais, justement sur tous mes concepts, là, comment le système fonctionne, comment qu'on arrange les choses. Tu sais, j'essaye vraiment de les regarder de deux façons différentes. ouais. Je suis plus sur Disney Dreamlight Valley. Quand j'y joue, ben, des fois, ça m'arrive de me dire ah oui, cool, ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi à avoir ce système-là. Puis là, je suis comme OK, bon, t'es joueuse aujourd'hui. Enjoy ton aventure. Ouais, Genre, ben t'es c'est pas ça, je me obligé de demandais, penser tu à sais, comment ils l'ont fait. ouais, c'est comme l'impression, un peu comme le monde qui travaille ou qui ont étudié en cinéma. Tu sais, tu t'en vas écouter le film, puis là, des fois, t'es comme trop dans le ah, ok, intéressant, ils ont utilisé tel plan, tel ci, puis tu sais, t'es comme passionné par ça, mais ça doit être le. Tu sais, tu vas avoir besoin des fois de déployer un peu cette partie-là de ton cerveau, là. Yes, mais c'est ça, je pense qu'avoir une autre passion qui n'a pas rapport, ça t'aide un peu à justement, tu mets ton cerveau à off, tu vas faire autre chose, puis après, tu pourras rejouer, puis tu vas être plus Mhm. en mode je joue et pas en mode j'analyse tout. Ouais, Parce puis que, aussi, j'imagine, si tu tu veux pas travailler, tu sais, autant que le conflit que tu dois avoir, tu sais, mettons, exemple, je sais pas, un jeu ou une franchise que tu capotes dessus, puis là, t'as l'opportunité de travailler dessus, mais je suis comme, tu sais, mettons, tu l'as fait, après ça, le jouer, ça doit être comme un autre ouais, c'est. feeling, genre, tu sais, parce que t'as tellement été dans le derrière pendant longtemps de voir sa progression que tu sais tout un peu, là, dans le fond. Je sais, tu sais, Ouais, mettons, tu connais la storyline, tu connais le. Tu sais dans quoi tu vas embarquer. Genre, fait que j'imagine que tu dois vouloir éviter de travailler sur oui, genre de quoi tu tripes trop. Mais en même temps, si tu tripes, ça t'aide. Tu sais, je sais pas le. je dirais qu'en design, oui, parce que, ben, à une certaine limite, dans le sens où, comme, si t'es passionné, on va dire, justement, des jeux d'horreur, vu qu'on Mhm. en parlait, puis tu vas travailler sur des jeux d'horreur, ben, tu sais, en ayant joué, tu sais qu'est-ce qui fonctionne moins, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui pogne vraiment le joueur, puis tout. Fait que quand tu vas designer tes systèmes pour les faire, ben, tu pars pas de rien, genre, t'as une idée de qu'est-ce qui est fonctionnel, mais d'un autre côté, c'est ton opinion à toi. Fait que c'est peut-être pas tous les joueurs. Fait que, tu sais, ce que toi t'aimes, tu vas vouloir le pousser parce que ça fait du sens pour toi, mais c'est
peut-être pas tout le temps les meilleures choses. Fait que tu sais, c'est comme une balance entre les deux de faut que t'aimes ça un peu, ou du moins que t'arrives à les jouer pour les comprendre, mais je pense que tu peux arriver facilement à un point où t'es trop investi pis t'es comme non, c'est le fun quand c'est comme ça. Peut-être pas. C'est le fun pour toi. Ouais, non, ben c'est ça, j'ai le feeling un peu, justement, comme tous les métiers un peu d'art ou graphiste, des trucs comme ça, parce que t'es comme, ça serait beau de même, mais ton client, la majorité de Ton client, c'est pas ça qu'il veut. C'est ça, mais tu sais, les joueurs, c'est vos clients, là. Fait que dans le fond, la majorité des joueurs, ils veulent ça de telle manière, ben tu sais, ton idée, je sais pas, là, tu sais, je pense à, bon, des grosses franchises, mettons, on parle de Assassin's Creed, exemple. Ben, il y a beaucoup de joueurs qui s'attendent à ce que le jeu ait ça, ci, ça dedans. Fait que, tu sais, il y en a d'autres qui seraient comme, ce serait vraiment plus cool, soit de même, mais tu sais, si c'est pas la majorité qui achète des copies, il y a quelqu'un qui va être déçu au bout de la ligne. Ouais, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. À un moment donné, il faut faire des choix, exact. Cool. Puis, on avait une question de Valky qui demandait, bon, elle demandait est-ce que Jade Raymond, ça a été une influence pour toi? Sinon, est-ce que tu as je crois que c'est, je me trompe pas, je ne me rappelle pas de son titre, mais qui travaillait justement derrière Ubisoft Montréal, avec qu'est-ce qu'il y a Assassin's Creed, un nom là, dans l'industrie là, quand même. Là. Elle fait souvent des entrevues là, de mémoire. Mais as-tu une inspiration? C'est ça, je voulais prendre la question pour la changer, mais as-tu une inspiration, que ce soit une personne ou un projet ou quelque chose qui t'a fait OK, ouais, ça. Je te dirais que ma première grosse inspiration, ça a été quand je suis allée au campus ADN. C'était la coordonnatrice de mon programme et ma prof, Annick Dumais, parce que j'ai vraiment trouvé, on a vibé rapidement. C'est rare, vibrer avec ses profs, mais au campus, ça arrive, je le promets. Nice. Mais genre, on s'est bien accroché, puis il y a du monde qui pensait qu'on se connaissait, puis qu'on était related, genre à ce point-là. On l'est pas. Mais genre, ça a été une grande inspiration pour moi parce qu'elle a un bon caractère, puis elle est capable de prendre sa place, puis ça m'a comme un peu créé un modèle de c'est pas parce que t'es une fille de l'industrie que tout le monde va s'asseoir sur ce que tu dis, puis que tu vas tout le temps être dans ton coin, puis que t'auras pas de l'impact, en fait. Je pense qu'elle nous a vraiment éduqués à justement prendre notre place, puis tous les étudiants, là, les gars comme les filles, comme les non-binaires, comme tout le monde, de comme prenez votre place, soyez fiers de vous, de ce que vous êtes capable de faire, puis donnez vos idées. Là. Puis moi, ça m'a grandement inspiré, en tout cas, de voir quelqu'un qui prend bien sa place comme ça. Là. En tout cas, j'essaie d'être un moteur positif dans ce que je fais. Puis ça m'a vraiment inspiré à comme prendre ma place puis défendre les bonnes idées. On la salue. On la salue. Je sais pas, j'imagine qu'elle est encore enseignante ou... Elle a arrêté d'enseigner, mais elle a enseigné quand même longtemps au campus. OK. Bon, fait que, ben... Vous pourrez pas l'avoir comme prof. Too bad. Sorry! Mais, OK, cool. Écoute... Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je voulais te remercier vraiment d'avoir pris le temps de nous parler de ton métier, de la réalité de celui-ci, puis de tous les sujets qui étaient un peu connexes avec ça. Ça a été fort pertinent. Puis je pense que, à en juger par les commentaires des gens puis les questions, tout le monde est bien content d'avoir ces réponses-là. Fait que je te dis un gros merci encore une fois. Puis, merci à toi. C'était vraiment le fun. Puis j'espère que ça l'a aidé des gens. J'espère que ça l'a répondu à des questions, ça c'est sûr. Puis pour vrai, si le jeu vidéo, ça vous intéresse, que ce soit en conception ou en autre chose, prenez la peine de regarder le métier. Là, genre, il y a vraiment beaucoup d'études possibles, puis c'est un domaine intéressant. Puis oui, des fois, quand on regarde les gros trucs dans les médias, ça fait peur, mais je vous promets que le quotidien, c'est pas ça. Du moins, tu sais, comme je touche pas encore, il y a des bonnes places, il y a des bons gens. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises histoires que c'est comme ça partout. Fait que n'ayez pas peur de l'industrie. Il y a des bonnes personnes, je le promets. Écoute, un gros merci. Puis, si jamais d'ailleurs, ben, je te lâche ça de même, là, je dirais comme ça, mais tu connais du monde dans l'industrie avec d'autres rôles qui pourraient être intéressés à venir parler. N'hésite pas à m'envoyer des contacts. Ça va me faire plaisir de découvrir plus de rôles. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup l'industrie des jeux vidéo en tant qu'utilisateur. Là, fait que, ça va me faire plaisir. Fait qu'un gros merci. Je te souhaite un beau week-end. Puis, merci à toi aussi, à tout le monde. Salut! Bye. J'en profite, gang, pour
vous rappeler que on a Jean Miyamoto, t'imagines, qu'on a le podcast va être disponible en audio sur Parlons Métier. C'est Parlons Métier non, mais sur Spotify et Amazon Music. Il va être aussi sur YouTube. Normalement, je le fais au courant de la fin de semaine. Et on va aussi être disponible en highlight sur Twitch. Puis ceux qui écoutent la rediffusion, vous allez pouvoir venir les vendredis, en temps normal, c'est les vendredis 16h, à compter de la semaine prochaine, on va avoir 2 épisodes par semaine. Et puis, on le fait en direct sur Twitch pour ceux qui veulent le voir un peu d'avance. C'est comme, je vous donne un privilège là, de l'écouter d'avance au lieu de l'enregistrer hors live. Et la semaine prochaine, je vous dis pas... Je vais vous spoiler un métier pour la semaine prochaine sur les 2. Parce que je suis vraiment excité aussi pour ce métier-là. La semaine prochaine, on va recevoir quelqu'un qui est spécialiste en après-sinistre. Donc, nettoyage après-sinistre, mais spécialisé en trauma. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans une maison. Elle va aller dans cette maison-là faire l'après-sinistre. Fait que ça va être un épisode, ma foi... très intéressant, mais aussi, je vais mettre un disclaimer. Il va y avoir des choses qui vont être sûrement dures à écouter pour les cœurs sensibles. Fait que ça va être un épisode très spécial. Ça va être très, très, très spécial.